Merci beaucoup Céline, merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec notre partenaire Malte, avec qui on travaille depuis un petit temps déjà et qu'on apprécie particulièrement puisque c'est une communauté d'abord très vivante qui organise beaucoup de choses et qui vient beaucoup en aide, je trouve, aux freelances. Et les freelances, une communauté qu'on connaît particulièrement bien et qui est une communauté avec laquelle on aime travailler puisque c'est une communauté qui a besoin de beaucoup de conseils, d'accompagnement et qui a de grandes possibilités d'optimisation fiscale. Donc nous, c'est un petit peu notre spécialité, c'est ce que nous aimons faire chez Keobiz et c'est pour ça qu'on a créé un accompagnement spécialisé pour les freelances, pour les consultants, pour apporter le meilleur service possible. Je vous propose de démarrer avec un petit sondage. J'ai créé un petit sondage avec Céline pour savoir un petit peu notre public aujourd'hui. L'idée est juste de savoir si vous avez déjà créé votre entreprise ou si c'est un projet que vous avez. Donc, vous avez dans l'onglet sondage l'information. N'hésitez pas à répondre, ça nous donnera une petite visibilité. Et aussi, je le rappelle, mais Céline et Marois vont vous partager le lien du partenariat pour prendre un rendez-vous. Si effectivement, comme vient de l'écrire Alexandra nous dit j'ai envie de la créer, donc créer mon entreprise, mais je suis un peu perdu sur toutes les démarches. Aujourd'hui, on va voir des cas assez généraux. On va parler des statuts d'entreprise, on va parler de la comptabilité, mais de manière très générale. Pourquoi? Parce que chaque situation emmène une analyse définie. D'un projet à l'autre, les décisions peuvent être complètement différentes en fonction des besoins ou de la situation familiale du chef d'entreprise. Donc, n'hésitez pas, Alexandra, à prendre un rendez-vous dans notre agenda et on prendra le temps avec grand plaisir d'étudier votre cas, d'étudier vos besoins, de vous conseiller et tout ça, bien sûr, gratuitement dans le cadre de notre partenariat avec Malte. Je vous propose de démarrer directement. Je vous présente le sommaire rapidement. Nous allons étudier ensemble pourquoi est-il important de tenir une comptabilité rigoureuse. On va parler des 4 grandes obligations qui sont bien sûr en premier lieu, lorsqu'on crée son entreprise, le choix du statut juridique, l'obligation de tenir une comptabilité, l'obligation d'émettre des factures et ensuite bien sûr l'obligation de faire des déclarations fiscales et de déclarer ses cotisations sociales et bien sûr de les payer. La présentation sera partagée à Émeric ainsi qu'un replay du webinaire. Alors, pour commencer aujourd'hui, lorsque vous aurez créé votre entreprise, et ce, quel que soit le statut que vous aurez choisi, vous aurez des obligations derrière, et notamment l'obligation de tenir une comptabilité. Pourquoi c'est très important de tenir une comptabilité rigoureuse? J'ai ici repris 5 grands points. La première, c'est d'avoir une gestion efficace et des décisions éclairées sur l'avenir de l'activité. La comptabilité rigoureuse, elle vous permet de suivre vos performances qui vont être votre chiffre d'affaires, le bénéfice généré, la marge brute que va générer votre activité et donc de vous permettre de vous orienter. Est-ce que l'activité que vous générez actuellement est rentable ou non? Est-ce qu'il faut revoir ou non, par exemple, votre seuil de rentabilité? Est-ce qu'il faut revoir votre TGM? Est-ce que la marge que vous dégagez vous permet certains investissements, vous permet de recruter et d'accepter de nouvelles missions? C'est toutes ces questions qu'on peut être amené à se poser lorsqu'on est un chef d'entreprise, mais ces questions vont tout d'abord passer par une comptabilité. J'ai quotidiennement des clients qui nous appellent et qui viennent nous voir qui ne sont pas forcément encore clients pour nous dire voilà, je souhaite me développer, je suis par exemple dans la restauration, je souhaite ouvrir un second restaurant. C'est des questions auxquelles on ne peut répondre qu'en étudiant la comptabilité et en voyant effectivement les seuils de performance de l'activité actuelle. Ensuite, une comptabilité rigoureuse vous permet de respecter les obligations légales. Les obligations légales vont être dans certains cas de tenir une comptabilité, de faire des déclarations d'impôts, des déclarations de TVA, et donc de respecter notamment des dates et des délais. Ces délais, s'ils ne sont pas respectés, peuvent engendrer non seulement une mauvaise perception de votre entreprise par l'administration fiscale, entre guillemets, allumer une petite lumière rouge au niveau de l'administration fiscale. J'aime un petit peu ce comparatif assez rigolo, mais c'est un petit peu comme dans une classe, l'élève qui ne fait pas régulièrement ses devoirs, c'est plus lui qu'on va avoir tendance à aller vérifier. C'est exactement pareil pour les sociétés. Une société qui ne remet pas régulièrement ses déclarations, c'est plus sur ce type de société qu'on va contrôler, qu'on va concentrer en tout cas les efforts de contrôle. Ensuite, il y a bien sûr les accès au financement et plus généralement au développement. Si demain, en tant que chef d'entreprise, vous souhaitez par exemple louer des bureaux, faire un leasing automobile, demander un crédit, ou quel que soit le besoin que vous avez de développement,
une des premières choses qu'on vous demandera, c'est un état des comptes, soit au travers du bilan si un bilan a déjà été fait, soit au travers d'une situation. Un des moments les plus éprouvants que j'ai vécu chez Keobiz durant mes 12 années de carrière chez Keobiz, c'est le Covid. Vous vous en doutez. Pourquoi? Parce que au tout début du Covid, l'État a lancé le PGE, vous vous en souvenez tous, les prêts garantis par l'État. Et une des conditions pour obtenir ce prêt, c'était de fournir un justificatif du chiffre d'affaires, puisque ce prêt était déclaré, était calculé en fonction du chiffre d'affaires. Et donc, j'ai eu des centaines de personnes qui nous ont appelés au début du Covid, des personnes qui ne s'occupaient pas forcément de leur comptabilité et qui, du coup, avaient besoin en urgence de mettre à jour leur comptabilité. Si ces personnes avaient tenu rigoureusement leur comptabilité, ils auraient pu avoir ce PGE. Beaucoup de gens ne l'ont pas eu parce qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir une comptabilité. Ils ont dû attendre de se mettre à jour pour ensuite fournir la comptabilité, pour ensuite demander le PGE. C'est également, bien sûr, on touche du bois que ce cas n'arrive pas, mais cela arrive. Un contrôle fiscal, ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose d'embêtant. Mais lorsqu'on a une comptabilité bien tenue et qu'on respecte les règles, ce n'est rien de plus qu'un contrôle. D'accord? Comme un contrôle routier, lorsque votre contrôle technique est en ordre, que votre assurance est en ordre, que votre permis de conduire est en ordre, c'est juste un contrôle à passer. Et une fois qu'on l'a passé, on reprend la route et on est tranquille jusqu'au prochain, entre guillemets, sauf que dans le contrôle fiscal, il y a une certaine communication et donc on ne risque pas un contrôle fiscal au lendemain. Donc ça permet, évidemment, je le disais, une comptabilité organisée permet de répondre efficacement aux demandes de l'administration fiscale et de minimiser les risques de redressement. Lorsqu'un contrôle fiscal arrive, si l'on demande par exemple un délai pour mettre à jour la comptabilité, ce n'est pas un très bon message et forcément, ça va intriguer le contrôleur de pourquoi ce délai est demandé et donc certainement pousser un petit peu le contrôle. Bien sûr, il n'y a aucune entre guillemets règle par rapport à ça. Il n'y a aucune loi qui dit on va plus contrôler une entreprise qui est en retard. Mais en tout cas, ce n'est pas un bon message à donner. Tandis que lorsqu'on est capable d'envoyer à l'instant T quasiment la comptabilité, on envoie un très bon message d'une comptabilité à jour de quelqu'un qui s'occupe bien de son entreprise. Ensuite, on va avoir deux points qui sont d'une part la crédibilité professionnelle. Dans la même optique, lorsque vous êtes capable d'envoyer rapidement votre comptabilité ou une comptabilité en bonne et due forme et bien à jour à un partenaire, on va plus avoir tendance à attirer la confiance. Et d'autre part, l'optimisation fiscale. Nous, par exemple, en tant qu'experts comptables, la comptabilité ne nous sert pas uniquement à remettre les comptes, mais également à détecter des possibilités d'optimisation fiscale. Là, par exemple, nous sommes à la période de l'année où nos clients qui ont, par exemple, un certain chiffre d'affaires et vont avoir un résultat très haut, en général, on les contacte au mois de septembre-octobre pour voir comment anticiper au mieux le bilan et comment anticiper au mieux la fiscalité de fin d'année pour avoir une fiscalité qui soit la moins élevée possible. Il existe, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut plutôt voir en individuel, une multiplicité d'optimisation fiscale qui va de l'optimisation fiscale basique, la plus simple, qui est de vous conseiller bien sûr de passer des charges sur votre entreprise, que ce soit des charges de restauration, de téléphonie, de véhicules, etc., comme à des optimisations beaucoup plus poussées, comme l'acquisition d'un plan épargne retraite, comme la création d'une holding, comme le réinvestissement dans des fonds d'investissement, des choses comme ça. On peut aller beaucoup plus loin selon les cas. Alors, je crois qu'une question a été posée. Y a-t-il un document officiel qu'on peut avoir en freelance pour attester la bonne tenue de nos comptes, l'équivalent d'un bilan? En fait, tout dépend de votre statut. Si vous êtes sur des statuts d'entreprise, on va y arriver tout de suite. Tout dépend de votre statut. Si vous êtes en micro-entreprise, par exemple, ce ne seront que les attestations URSSAF qui vont monter votre chiffre d'affaires puisqu'il n'y a pas de tenue de compte obligatoire. Sinon, dans tous les autres cas, ce sera soit un bilan, soit, si besoin, on peut faire ce qu'on appelle des situations intermédiaires, qui sont l'équivalent d'un bilan, mais à une date arrêtée. Alors, le choix de la structure juridique est une décision cruciale pour tout entrepreneur, je le disais. Là, le statut juridique, il va engendrer 6 grandes décisions qui vont être d'une part la responsabilité. Selon votre statut juridique, votre responsabilité personnelle pourra être engagée ou non. La fiscalité, puisque comme je le disais tout à l'heure, les statuts juridiques n'ont pas toutes les mêmes obligations fiscales. De cela vont découler des formalités, puisque je le disais à l'instant, mais par exemple, une micro-entreprise n'a pas les mêmes obligations de formalité qu'une SASU, par exemple. Une flexibilité dans l'organisation de sa comptabilité, de son activité au quotidien, ainsi qu'une crédibilité. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, lorsqu'on va voir une banque ou un partenaire ou que l'on répond à un appel d'offres,
notre statut va donner une certaine confiance ou non. Un micro-entrepreneur ne va pas inspirer la même confiance qu'une SASU, par exemple, puisque les responsabilités ne sont pas les mêmes et les engagements ne sont pas les mêmes. Et enfin, bien sûr, quel que soit le statut, il faudra se mettre en conformité en respectant les obligations légales, qu'elles soient faibles comme en micro-entreprise ou importantes comme en SAS. Aujourd'hui, vous avez donc 3 grandes familles de statuts qui s'offrent à vous, qui vont être d'une part l'auto-entreprise, micro-entreprise. Ensuite, on regroupe tout ce qui va être SARL, EURL. Alors, EURL, SARL, c'est exactement la même chose. Tout va dépendre du nombre d'associés. Lorsqu'il y a un seul associé, nous allons appeler ça une EURL, également maintenant appelée SARLU, U pour unipersonnel. Et c'est exactement pareil en SAS, la société par action simplifiée s'il y a 2 associés ou plus, et SASU, U pour unipersonnel, lorsqu'il y a un seul associé. Et enfin, l'entreprise individuelle. Commençons par la micro-entreprise. Alors, dans les avantages de la micro-entreprise, vous avez celui d'avoir une énorme facilité de création. La démarche est non seulement gratuite, mais qui plus est très facile puisque l'immatriculation se fait en quelques clics sur le site de l'URSSAF. Il n'y a pas de capital social à fournir, donc il n'y a pas de compte en banque à créer pour pouvoir créer son activité. Donc c'est très rapide. Il y a aussi un avantage clair qui est celui de n'avoir aucun impôt à payer si on ne réalise pas de chiffre d'affaires et il n'y a pas de comptabilité à tenir. Lorsque vous êtes en micro-entreprise, la seule chose qui vous sera demandée, c'est de déclarer tous les trimestres votre chiffre d'affaires réalisé. Et enfin, en cas de non-activité ou de fin d'activité, la clôture d'une micro-entreprise est très simple. Dans les inconvénients, il y en a un qui est majeur que je n'ai même pas repris ici, mais qui est l'un des plus importants, qui est celui de ne pas avoir la possibilité de s'associer. Pourquoi je ne l'ai pas repris ici? Puisque je sais que nous parlons essentiellement à des freelances qui travaillent seuls, et donc ce point ne sera pas forcément bloquant. Mais en micro-entreprise, vous êtes toujours seul, vous n'avez pas la possibilité de vous associer. L'inconvénient majeur, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de déduire les frais professionnels qui sont liés à l'activité. Si vous êtes amené à vous déplacer pour aller voir des clients, à acquérir du matériel informatique, à payer des lignes téléphoniques, à payer de la publicité, à embaucher par exemple pour réaliser vos missions, tout cela n'est pas déductible. L'imposition est calculée sur le chiffre d'affaires. Donc si par exemple vous êtes amené demain à embaucher, que vous vendez un TJM à 1000 euros, que vous êtes refacturé de ce TJM par exemple à 900 euros, d'accord, votre marge sera de 100 euros, mais en cas de micro-entreprise, on ne va pas tenir compte de votre marge, on va tenir compte de votre chiffre d'affaires. Vous serez donc imposé sur les 1000 euros de chiffre d'affaires encaissés. Ensuite, il n'y a pas de TVA ni récupérable ni facturable en dessous d'un certain plafond, d'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous travaillant essentiellement avec des professionnels, le fait de facturer hors TVA ne vous apporte aucun avantage. En revanche, si vous avez des charges en face, c'est de la TVA que vous ne pouvez pas récupérer. Vous avez un chiffre d'affaires qui est plafonné, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, pour ceux parmi vous qui ont des TJM assez élevés, vous ne pourrez de toutes les façons pas être en micro-entreprise, puisque vous ne pourrez pas dépasser les 78 200 euros de chiffre d'affaires à l'année. Il y a un certain manque de crédibilité, puisque par habitude, les établissements bancaires, les établissements de leasing, par exemple, ne travaillent pas avec les micro-entreprises, et donc obtenir un crédit en micro-entreprise est quelque chose de, je dirais pas quasiment impossible, mais de très compliqué, puisqu'on considère que la micro-entreprise n'est pas un statut très engageant. Je le disais tout à l'heure, les possibilités de développement sont très faibles, puisque ce frein que vous avez par l'imposition au chiffre d'affaires va vous empêcher de réaliser certaines missions qui auraient pu être rentables sur d'autres statuts, puisque sur les autres statuts, nous allons calculer votre imposition sur votre marge réelle. Là, comme elle est calculée sur votre chiffre d'affaires, vous êtes forcément un petit peu bloqué. Enfin, vous avez une responsabilité maximale, c'est-à-dire que dès lors que vous créez une micro-entreprise, c'est mélangé entre guillemets avec votre personne. Et donc, par exemple, si vous avez je dirais le problème d'une activité qui s'arrête ou d'une activité qui n'est plus, si vous avez pris des engagements en face comme des crédits ou des leasings, eh ben, ces engagements, malheureusement, seront continuels et devront se perpétuer sur votre propre personne. Enfin, vous n'avez aucune flexibilité dans la rémunération, puisque comme je le disais tout à l'heure, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires. Vous n'avez donc pas la possibilité de dire je me rémunère à telle hauteur et je laisse tant dans la société pour minimiser mon imposition sur le revenu en tant que personne physique ou pour anticiper de prochaines charges. Ici, on parle uniquement de votre chiffre d'affaires encaissé.
Quelle est la réelle différence, pardon, Maï, quelle est la réelle différence entre, entre la micro-entreprise, auto-entrepreneur et freelance? Alors, Maron est en train de répondre en direct. C'est tout simplement une question de dénomination, en fait. Mais au niveau de l'imposition, c'est exactement la même chose. Freelance, ce n'est pas un statut. Freelance est un terme général utilisé, quel que soit le statut juridique derrière. Freelance, c'est pour dire que vous êtes seul et que vous prestez une prestation de service en freelance, mais derrière, vous devez avoir une structure, un statut juridique, quel qu'il soit, micro-entreprise, SARL, SAS, SSASU, mais freelance est plutôt un terme générique, ce n'est pas un statut juridique. Ensuite, nous allons voir le statut d'EURL. EURL pour entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et derrière SARL s'il y a plus d'un associé. Alors, je réponds à Christian, pardon. J'en profite qui a posé sa question dans le chat, je ne l'avais pas vu. Peut-on avoir un SASU et aussi une auto-entreprise ou peut-on transformer SASU en micro-entreprise? Alors, on ne peut pas transformer une SASU en micro-entreprise puisque dans le cas, on parle d'entreprise, dans le cas, on parle de société. Il faudra créer une nouvelle SASU et fermer la micro-entreprise dans un second temps, mais c'est extrêmement simple. Par contre, il n'est pas toléré d'avoir les deux si c'est la même activité. Pourquoi? Puisque l'État se rend compte que ce serait entre guillemets trop facile. Je crée une micro-entreprise pour me rémunérer puisque c'est la plus avantageuse. J'ai créé une SASU pour faire passer mes charges. Dans ce cas-là, l'État risque de vous bloquer, de tout requalifier sur un des deux statuts. Alors Fabienne, peut-on être contrôlé fiscalement en auto-entreprise? Oui, tout à fait. Et les justificatifs seront uniquement les factures que vous avez qu'il faut quand même garder, d'accord, mais qui ne seront pas comptabilisées. Puisqu'on ne va parler d'imposition que sur le chiffre d'affaires, tout ce qui sera intéressant, c'est uniquement les factures que vous avez émises et en face, votre relevé bancaire. Ce n'est que comme ça que vous pourrez prouver de la comptabilité. En EURL et SRL, revenons sur la présentation. Dans les avantages principaux que vous avez, le principal, c'est la possibilité de déduire les charges, donc les frais et les dépenses liées à l'entreprise et de récupérer la TVA, contrairement à la micro-entreprise qu'on a vue avant. Ici, vous avez une séparation totale des biens personnels et professionnels. Prenons l'exemple d'un leasing automobile. Si demain vous faites un leasing automobile, si après-demain votre activité doit s'arrêter, que ce soit pour des raisons de problèmes de santé, de perte de clients, de perte de mission, peu importe, et ben ce leasing appartenant à la société, si vous vous mettez en cessation de paiement, donc en cessation d'activité, le contrat de leasing s'arrêtera avec la fin de votre société. D'accord? Donc il n'y aura pas, on ne pourra pas venir vous poursuivre personnellement ou vous obliger à payer personnellement ce leasing. Vous n'avez pas de plafonnement au niveau du chiffre d'affaires. Donc vous pouvez monter largement au-dessus des 78 200 euros de chiffre d'affaires que vous avez en micro-entreprise. L'avantage de l'EURL SRL, c'est que vous avez des charges sociales avantageuses en cas de rémunération. On parle bien en cas de rémunération, c'est-à-dire si vous vous rémunérez au travers de la société, vous serez aux alentours de 40-45% de charges sociales sur la rémunération que vous prendrez. Vous avez une grande flexibilité dans la rémunération. C'est vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que capitaine de navire, qui décidez si vous vous rémunérez ou non. Vous avez une très bonne crédibilité auprès des organismes, puisque là, vous pouvez prouver d'un certain engagement et prouver d'une comptabilité au travers du bilan. Donc, pour aller, par exemple, obtenir des crédits, c'est beaucoup plus simple. Vous avez la possibilité de recruter et développer, puisque vous n'êtes plus limité par le chiffre d'affaires ou par la marge, et vous avez un capital minimum qui est de 1 euro. Donc, très simple à créer. En revanche, dans les inconvénients, vous avez une obligation de tenir une comptabilité, de respecter les déclarations fiscales et comptables et respecter les délais. Ça, c'est une obligation. Je vais, entre guillemets, pas prêcher pour ma paroisse, mais il est important de dire la vérité en toute transparence. Contrairement à ce que certains affirment, il n'y a aucune obligation d'avoir un expert comptable. D'accord? Vous pouvez très bien faire votre comptabilité vous-même. Ça demande bien sûr certaines connaissances et ça engendre certaines complications si vous n'avez pas les connaissances en face. La seule obligation que vous aurez, c'est d'avoir un logiciel comptable. Ce logiciel comptable, il vous permet, vous, de gérer votre comptabilité derrière sans aucun problème. Il n'y a aucune obligation de faire remettre la comptabilité par un expert comptable. C'est fortement conseillé. Pourquoi? Puisque d'abord, l'administration fiscale préférera une comptabilité remise par un expert comptable qu'une comptabilité tenue par le gérant. Deuxièmement, vous économiserez du temps et vous limiterez d'une part le risque d'erreur et le risque de redressement, puisque si l'erreur n'est pas faite par vous, c'est le comptable qui en portera la responsabilité. Ça, c'est très important. De plus, ça vous dégage du temps. Pour vous donner l'exemple, un exemple qui parle à tout le monde, aujourd'hui, c'est exactement comme
une vidange sur un véhicule, la loi n'oblige pas du tout à passer par un professionnel, vous pouvez le faire vous-même, mais ça demande un certain matériel, il vous faut un pont, une fosse de vidange, etc. Et ça vous demande des connaissances. Et derrière, les dégâts peuvent être importants. Si une vidange est mal faite, c'est tout le moteur qui peut casser. C'est exactement pareil en comptabilité. Si la comptabilité est mal tenue, les enjeux peuvent être importants derrière. Et l'inconvénient majeur que vous avez sur ce statut-là, c'est qu'en tant que TNS, travailleur non salarié, vous avez l'obligation de payer des charges sociales minimales obligatoires, et ce, même en l'absence de rémunération. Donc, en fait, ça, c'est très important, et donc ça va résumer un petit peu le URL-SARL. C'est un excellent statut, mais qui va plus s'orienter pour les personnes qui ont besoin ou l'obligation de se verser une rémunération mensuelle. On a une question d'Aurore, pas besoin d'expert comptable, peu importe le statut. J'y ai répondu sans avoir vu la question Aurore. La seule obligation, c'est de tenir une comptabilité, et ce, peu importe qui la tient. Que vous passez par un expert comptable ou non, vous êtes par contre obligé de tenir une comptabilité. Ensuite, un statut plus courant qui va peut-être parler à beaucoup d'entre vous, qui est très, très, très apprécié chez les freelances, c'est la SASU. SASU pour société par action simplifiée, unipersonnelle, et donc on fait tomber le U d'unipersonnel si nous sommes minimum 2 associés. Comme avantage, on va passer les 6 premiers parce que ce sont exactement les mêmes que le URL-SARL, et on va passer directement aux dividendes. La SAS-SASU présente, grâce à la flat tax, un avantage très important sur les dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est tout ce qui reste après le bilan, d'accord? Une fois qu'on a déduit toutes les charges, les salaires, les charges sociales payées, etc., le bénéfice réel de votre société, ce qu'on va appeler le résultat, peut vous être versé en dividendes. Et donc, on est sur des dividendes qui sont très, très, très avantageuses. Enfin, un des avantages de la SAS-SASU, contrairement par contre en face à la SARL et URL, c'est que si vous ne prenez pas de rémunération, vous n'avez aucune charge sociale à payer. Par contre, à contrario, et ça doit aller dans les inconvénients, si vous prenez une rémunération mensuelle, les charges sociales sont très élevées, d'accord, puisqu'on va passer presque à 80% de charges sociales. En résumé, la SAS-SASU est aussi un excellent statut qui va plus être approprié aux personnes qui n'ont pas besoin de salaire mensuel. Alors, les raisons pour lesquelles on n'a pas besoin de rémunération ou de salaire mensuel, c'est soit qu'on a suffisamment, entre guillemets, de sous de côté pour vivre tous les mois, soit qu'on a très peu de besoins mensuels et que les charges qu'on passe sur la société nous suffisent, soit, par exemple, un cas très courant chez les freelances, qu'on est indemnisé par le Pôle emploi et donc on n'a pas le droit de se verser une rémunération mensuelle. Et enfin, vous avez les mêmes inconvénients qu'en SARL et URL, qui sont principalement de respecter les obligations fiscales, tenir une comptabilité et un bilan annuel. Alors Louis, je réponds à la question de Louis. Louis a lu quelque part qu'en tant que freelance, nous n'étions pas soumis à la TVA en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour mes clients et surtout pour moi? Alors, selon le statut que vous aurez choisi, effectivement, si vous ne dépassez pas un certain chiffre d'affaires, donc les fameux 78 200 euros divisé par 2 si c'est en prestation de service, donc à peu près 44 000 euros, vous n'aurez pas de TVA ni à facturer, ni à récupérer. Pour vos clients, ça signifie que la facture que vous leur émettrez sera sans TVA, donc ils n'en paieront pas et n'en récupéreront pas. C'est une opération nulle pour eux. Si vos clients sont des particuliers, c'est très bien puisque ça leur fait baisser de 20% la facture puisque les particuliers ne récupèrent pas la TVA. En revanche, si ce sont des professionnels, ce qui est le cas souvent pour des freelances, c'est une opération nulle. Pour vous, ça veut dire que les frais professionnels que vous engendrez, dans un premier temps, sur votre facture, la TVA que vous n'encaisserez pas, vous n'aurez pas à la reverser. Mais encore une fois, c'est une opération nulle pour vous, sauf si vos clients sont des particuliers. Mais également que vous ne récupérez pas la TVA sur ce que vous achetez. C'est d'actualité, l'iPhone 16 vient de sortir pour ceux qui suivent un peu. Lorsqu'on achète un iPhone, par exemple, c'est un outil professionnel. Donc, sur cet iPhone, la TVA est récupérable. Prenons un chiffre rond. Aujourd'hui, un iPhone est vendu à peu près 1000 euros TTC, d'accord? Sur ces 1000 euros TTC, il y a plus ou moins 20% de TVA. Alors, comme on calcule la TVA sur le hors-taxe, ça fait plus ou moins 180 euros de TVA. C'est de la TVA que vous avez le droit de récupérer, donc l'État vous rembourse. Donc, en gros, c'est comme si tous vos frais professionnels étaient diminués de 20%. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. On a encore un petit peu de temps, donc j'en profite. Issam, comment des charges sociales très coûteuses, plus de 80%, peuvent être un avantage? Cela voudrait dire qu'il y a une protection sociale en plus par rapport aux autres statuts juridiques. Alors, oui et non. La protection sociale, aujourd'hui, elle est de plus en plus la même sur tous les statuts, puisque la protection minimale est équivalente sur tous les statuts. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est en TNS
en payant 40% de charges que vous aurez la meilleure protection. Cependant, c'est qu'une question de vase communicant. Vous avez des avantages dans certains cas et qui amènent des inconvénients dans l'autre. Bah forcément, vous avez plus de charges sur la rémunération mensuelle et c'est un avantage parce que en face, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de rémunération. Donc, c'est essentiellement une question de vase communicant. Par contre, en face, en cas de dividende, quand vous êtes sur ce statut-là, ce sera plus avantageux. Je réponds assez vite aux questions. C'est pour pas passer non plus plusieurs heures sur la présentation. Mais encore une fois, n'oubliez pas surtout de prendre un rendez-vous si vous souhaitez qu'on creuse ces questions-là. Alizé, quelle est la perception de la SASU auprès des banques pour un emprunt, par exemple? La perception est très bonne, surtout quand vous commencez à avoir des bilans, puisque les bilans viennent être un gage de bonne qualité et la SASU est un bon engagement de votre part puisque vous avez engagé des frais à la création, vous avez engagé une création avec un capital social. Donc, c'est pour ça aussi que le capital social, on conseille de le mettre généralement à minimum 1 000 euros, ce qui prouve un certain engagement, mais c'est très bien vu par les banques. Ça fait partie des statuts qui sont les mieux vus versus la micro-entreprise. Alors, MED, est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés varie selon le statut? Non, le taux d'imposition ne varie pas. Quand vous êtes à l'IS, il est le même sur tous les statuts, puisque vous n'êtes pas forcément à l'IS, mais on y viendra juste un petit peu plus tard. Aurore, du coup, peut-on continuer à toucher le chômage si l'on choisit de ne pas toucher à notre chiffre d'affaires? C'est bien ça. Car j'avais compris qu'à partir du moment où il y a rentrée d'argent, il n'y a plus de chômage possible. En tout cas, c'est à déduire du chômage, ce qui revient au même. Tout à fait, Aurore, et cela dépend donc du statut que vous aurez choisi, puisque si vous êtes en micro-entreprise, comme il n'y a pas de distinction entre chiffre d'affaires et rémunération, tout votre chiffre d'affaires et votre rémunération, il sera déduit de votre chômage. En revanche, si vous êtes en EURL ou SASU, comme c'est vous qui décidez si vous vous rémunérez ou pas, si vous ne vous rémunérez pas, eh ben, ça ne touche pas votre chômage. Aude, avec quel statut l'expert comptable est obligatoire? Aucun des statuts que nous voyons ici. Il sera obligatoire pour des statuts beaucoup plus poussés comme les sociétés anonymes, les sociétés à conseil d'administration, etc. Mais ça ne concerne normalement personne ici. Alors, Sandrine, si on peut récupérer la TVA sur les équipements pro en micro, cela veut dire qu'il faut s'inscrire sur gouv.fr, même si on est franchisé de TVA. Alors, vous ne pouvez la récupérer qu'à partir du moment où vous n'êtes plus franchisé de TVA. Donc, du coup, effectivement, il y aura besoin de créer un compte pro. Je repars sur la présentation. Le dernier statut que nous allons voir est l'entreprise individuelle, qui est un statut qui va être entre les deux, d'accord, à mi-chemin entre la micro-entreprise et les sociétés. Benjamin nous écrit le montant du chômage est décalé par une rentrée d'argent micro, pas supprimé. Tout à fait, bien sûr, c'est sur le temps donné. Donc en fait, si vous avez droit à 20 mois, par exemple, de prestations, le montant sera décalé et continuera, vous pouvez le décaler. Mais en général, ce n'est pas décalé ad vitam aeternam, mais si vous avez une activité pérenne, et vous savez que ça va durer dans le temps, il n'y a aucun intérêt à le décaler ad vitam aeternam. Dans les avantages de l'entreprise individuelle, on retrouve donc les avantages des sociétés qui sont les possibilités de déduire les charges, l'absence de plafonnement et les charges sociales avantageuses. On va retrouver aussi l'avantage de la micro-entreprise qui est celui de ne pas avoir de capital à déposer et surtout d'avoir une très grande facilité de création. En revanche, dans les inconvénients, c'est un petit peu pareil, on va retrouver un peu des deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune séparation des biens pro et perso, qu'il y a l'obligation de produire une comptabilité. Donc là, on va plus parler de bilan, mais on va parler de déclaration 2035 ou 2042, de charges sociales obligatoires, le peu de possibilités de développement, puisque vous ne pouvez pas vous associer en entreprise individuelle. Vous êtes, comme son nom l'indique, forcément seul dessus et vous n'avez pas la possibilité d'avoir plusieurs entreprises individuelles. Voilà pour les statuts. Pour résumer, il n'existe pas de statut magique. Souvent, on m'appelle en me disant, voilà, Monsieur Kern, je souhaite créer une entreprise en tant que freelance. Quel est le statut adapté à freelance? Il n'y a pas de statut adapté à une activité, mais il y a un statut adapté à une personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir nous voir de manière individuelle, puisque chaque statut présente des avantages et des inconvénients. Le but étant d'aller vers le statut qui présente le plus d'avantages et le moins d'inconvénients pour vous. Aurore, si je suis en EI, est-ce que je peux prendre un freelance en tant que prestat ou est-ce interdit par le statut? Vous pouvez tout à fait le prendre. D'ailleurs, sur tous les statuts, vous pouvez le prendre, même en micro-entreprise. Simplement, comme en micro-entreprise, le coût du freelance ne sera pas déduit, il faudra que vous ayez une très grosse marge pour que ce soit intéressant de le faire. Obligation numéro 2, on en a beaucoup parlé, mais c'est très important de l'avoir en tête.
pour tous les statuts qui sont tenus à une comptabilité, vous aurez l'obligation de tenir des livres comptables. Les livres comptables, c'est tout simplement l'agrégation de tous vos comptes où l'on va indiquer selon les différents comptes comptables. Il existe aujourd'hui plusieurs centaines de comptes comptables dans lesquels vont venir s'intégrer les différentes dépenses. Par exemple, une dépense de téléphonie, un véhicule, une immobilisation, tout ça va dans des comptes différents et c'est pour ça qu'il faut être maître de sa comptabilité, avoir de très bonnes connaissances. Donc vous aurez l'obligation de tenir des livres comptables, donc un livre journal, un grand livre, de produire un bilan, etc. Vous avez aussi l'obligation de conserver les pièces justificatives. Alors avant, vous devez les conserver sous format papier. Aujourd'hui, on peut les conserver sous format numérisé. Et ces pièces sont obligatoirement gardées. Alors maintenant, il y a un petit débat entre 6 et 10 ans. Nous, on conseille de les garder 10 ans, puisqu'en cas de contrôle fiscal, on peut venir vous demander jusqu'à 10 ans en arrière, effectivement, vos pièces comptables. Donc ça, effectivement, tout va venir se mettre dans des comptes et produire en fin de compte le grand livre avec des comptes d'exploitation, avec ce qu'on va appeler d'une part l'actif, d'autre part le passif. Ça, c'est le travail du comptable. Si vous avez de bonnes connaissances, vous pouvez le faire vous-même. Aujourd'hui, il existe de très bons logiciels sur le marché, comme Pennylane, comme Contact Ciel, Ciel Comptabilité, comme il y a vraiment plein de logiciels. Nous, on recommande quand même de passer par un expert comptable puisque le coût est à moins de 1 000 euros par an pour un freelance. Et cela peut vous faire gagner beaucoup d'argent si vous êtes très bien conseillé, parce que d'une part, vous enlevez tout le risque, et d'autre part, si votre expert comptable vous conseille bien, que ce soit nous ou n'importe quel autre d'ailleurs, s'il fait bien son travail de conseil, il vous conseillera sur les charges à déduire et sur les optimisations. Et donc, en fin d'année, vous pouvez avoir beaucoup d'avantages là-dessus. Enfin, vous aurez l'obligation d'émettre des factures. Bien sûr, dès lors que vous aurez un client, vous aurez l'obligation de lui émettre une facture. Ces factures, elles doivent reprendre des mentions obligatoires, d'accord, comme votre nom, votre identité, qui est votre sirène, quelle est votre sirène, quelle est votre raison sociale, votre statut juridique, etc. Mais également avoir un numéro de facture, une date et une description des produits vendus ainsi que la quantité. Et le plus important, ce sont les conditions de paiement. D'accord? Les conditions de paiement, c'est-à-dire vous déterminez en accord avec votre client à combien de temps il va vous payer, si c'est à livraison de la mission, à négociation de la mission, à émission de la facture, sous 90 jours, c'est vous qui décidez. D'accord? Mais il est très important qu'au-delà de ce délai passé, il y ait ce qu'on appelle des pénalités de retard. D'accord? En cas de litige, il faut savoir que si vous avez un litige et qu'un tribunal tranche en votre faveur, non seulement votre client devra vous payer, mais en plus payer les pénalités qui sont prévues sur la facture. Aujourd'hui, il est très important, et je le conseille, de passer par un logiciel de facturation. Pourquoi? Parce que les logiciels de facturation sont toujours à la pointe des règles fiscales et donc vont automatiquement vous reprendre ces obligations-là. D'accord? Donc aujourd'hui, dès lors que vous émettez une facture au-delà de 25 euros pour des particuliers, 25 euros TTC pour des particuliers, ou tout montant pour des professionnels, vous aurez l'obligation d'émettre une facture en bonne et due forme. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir également de vous transmettre un modèle de facture si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, vous avez des logiciels de facturation qui sont vraiment pas chers. Pour une vingtaine d'euros par an, vous avez des logiciels de facturation sur Internet qui sont très faciles. Alors là, j'en ai pas en tête qui me viennent, mais je pourrais regarder vous en fournir. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées. On va reprendre dans l'ordre. Sandrine, si j'ouvre mon compte impôt.gouv, est-ce que cela fait sauter mon statut de franchise de TVA par la suite? Non, ce n'est pas lié. J'ai créé ma micro sur INPI le 12/09 et je suis en attente de la création de mon compte URSSAF auto-entrepreneur. Je ne sais pas si j'ai droit à l'AT et comment m'y orienter. Alors, dès lors que vous aurez votre création, vous aurez la visibilité un petit peu plus claire là-dessus, puisque vous aurez votre taux d'imposition qui sera directement indiqué. Normalement, si vous avez droit à l'AT, c'est automatique, mais n'hésitez pas à écrire à l'URSSAF qui pourra vous répondre directement également selon votre situation. Bonjour, si je suis en micro-entreprise, est-ce que je peux travailler pour un client à l'étranger? Oui, sans aucun problème. Charlie, ça a été répondu. Obligation de grand livre, est-ce obligatoire en auto-entreprise? Non, pas du tout. La seule obligation, je le répète, en auto-entreprise, c'est de déclarer le chiffre d'affaires. Lila, j'ai répondu, je n'en ai pas un qui me vient en tête, mais par exemple, Ciel est un très bon logiciel de facturation. Il se trouve en ligne, mais vous avez également EBP qui est très bien. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Quand on reçoit des factures avec des mentions manquantes, faut-il le signaler? Oui, c'est mieux, surtout si vous avez une bonne entente avec votre client, ça lui permettra d'éviter tout litige. Mais surtout,
en cas de litige avec votre client qui vous a envoyé une facture qui n'est pas dans laquelle il manque des mentions, il n'aura pas de possibilité de se retourner contre vous sur certains aspects, comme par exemple les délais de paiement. S'ils ne sont pas inscrits, c'est sa faute. Sandrine, par ailleurs, j'attends des documents de ma mise en retraite pour invalidité MDPH, ce qui m'empêche pas de créer mon activité en télétravail. Je ne peux m'inscrire à France Travail du coup maintenant, car la collectivité ne m'a toujours pas transmis mon arrêté justifié. Alors, effectivement, malheureusement, vous êtes dépendant de certains documents. C'est un petit peu comme dans beaucoup de choses dans l'administration française. Si l'on veut faire un passeport, il faut certains documents, etc. Malheureusement, tant que vous n'avez pas ces documents, vous êtes un petit peu bloqué. Et ça, malheureusement, aucun expert comptable ni aucun professionnel ne peut vous aider. Bonjour, faut-il mentionner TVA non applicable sur la facture uniquement si on ne paye pas encore la TVA? C'est cela. Sinon, il faut mentionner quelque chose si on en est redevable. Alors, si vous êtes assujetti à la TVA, bien sûr, la TVA sera mise sur la facture, très simplement. Si vous n'êtes pas assujetti, vous aurez une mention effectivement TVA non applicable selon l'article. Alors, je l'ai plus exactement en tête, mais je pourrais vous le ressortir. Selon l'article, je crois que c'est R032, mais je m'avance pas trop, du Code des impôts. Voilà, on a répondu à toutes les questions, on va pouvoir continuer. Alors, on en a un dernier qui s'est mis. Céline, après, je reprendrai la présentation. J'ai le statut d'artiste-auteur pour mon entreprise, franchise de TVA. Quels sont les statuts, les conditions particulières? Il y en a, on pourra revenir dessus en rendez-vous avec plaisir, Céline. Mais si vous êtes en franchise de TVA, les conditions particulières, c'est la franchise de TVA. Et pour la facturation, ce sera surtout les délais de paiement. C'est ça qui est le plus important. Donc, d'une part, reprendre toutes les mentions obligatoires, donc comme on l'a vu de l'identité de l'entreprise, et derrière, effectivement, les conditions de paiement. Alors, ensuite, vous avez bien sûr des déclarations fiscales obligatoires. On l'a déjà vu, c'est surtout selon votre statut juridique et le statut que vous aurez choisi, ces déclarations vont être plus ou moins importantes. Du coup, la déclaration annuelle de revenus, d'accord? Donc ça, vous l'avez à déclarer sur le formulaire 2042 et ses annexes, quel que soit votre statut. Ça implique effectivement aussi les revenus professionnels. Donc, en tant que personne physique, vous avez une déclaration IRPP à faire tous les ans qui reprend aussi les revenus de votre activité. Déclaration de TVA, si vous êtes assujetti, bien évidemment, vous aurez une déclaration de TVA qui, selon le seuil de TVA que vous aurez atteint, sera ou mensuel, ou trimestriel, ou semestriel, annuel. Donc, ça va dépendre de la déclaration, du coup, ça va déclencher la fréquence de déclaration de TVA. La DSI pour le calcul des cotisations, la cotisation foncière des entreprises, ça, quel que soit votre statut, il faudra la déclarer et la payer. Ensuite, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est calculée sur votre chiffre d'affaires, pour les entreprises uniquement dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros. Et ensuite, il peut y avoir des déclarations spécifiques selon l'activité. Par exemple, lorsqu'on est dans le BTP, il y a des déclarations pro BTP très spécifiques. Lorsqu'on est formateur, il y a un bilan pédagogique et financier à fournir. Vraiment, ça, c'est selon les cas, mais pour les freelances, il n'y en a pas de spécifique à fournir. On a fait le tour des grandes obligations. Il nous reste celle des cotisations sociales, bien évidemment. On en parlait tout à l'heure. Lorsque vous êtes sur des cotisations sociales qui sont du coup des cotisations sociales pour une activité de micro-entrepreneur, ce sont des seuils évolutifs. Et bien sûr, ces seuils sont diminués. Je vois une question là-dessus. Si vous avez l'ACRE, hein, donc ça, c'est vraiment les cotisations obligatoires. Donc, vous avez la déclaration sociale des indépendants. Vous avez le paiement des cotisations sociales selon votre statut. Et bien sûr, le régime fiscal va générer des cotisations fiscales différentes. Selon si vous êtes en EI, EURL, vous serez soumis par défaut à l'impôt sur les sociétés, sur le revenu, pardon, et vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Dans la SASU, vous êtes par défaut à l'impôt sur les sociétés, vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. C'est tout simplement à quoi sera fiscalisé, à quoi sera imposé votre résultat en fin d'année. Il y a possibilité d'opter sur l'impôt sur le revenu, ce qui fait que tout votre résultat sera directement imposé au barème de votre impôt sur le revenu, ce qui peut être très intéressant dans certains cas, mais on peut en parler selon votre cas personnel. Et enfin, en micro-entreprise, c'est une imposition qui est basée sur le chiffre d'affaires avec un abattement forfaitaire. Donc, vous avez le taux qui est calculé selon votre activité, puisque selon votre activité, vous serez catégorisé soit en vente de biens, soit en prestation de services. Quelques conseils pratiques.
nous, on vous conseille toujours de faire appel à un expert comptable. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des conseils personnalisés, une analyse de votre situation financière et vous permettre de vous conseiller au mieux sur le choix du statut juridique, du statut fiscal optimal et surtout des charges que vous pouvez passer sur votre activité. Ensuite, c'est une aide très importante non seulement à la tenue de la comptabilité régulière, c'est même pas une aide puisque c'est lui qui va le faire, mais aux déclarations également puisque c'est lui qui va le faire. Et ça vous donnera également une vue d'ensemble claire et précise. Nous, par exemple, on met à disposition de tous nos clients le logiciel Pennylane qui vous donne de très bons indicateurs, qui vous donne des indicateurs sur votre marge, sur la situation financière de votre entreprise et qui vous permet effectivement d'avoir toujours une bonne visibilité sur où vous en êtes dans votre comptabilité. Et donc, là, on va également donner quelques petits conseils. Moi, je conseille toujours un bon chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision à court, moyen et long terme. C'est savoir où vous allez, quelles sont vos perspectives de développement, puisqu'en fonction de votre perspective de développement, vous n'aurez pas les mêmes moyens de trésorerie. Et donc, aujourd'hui, il faut toujours aussi avoir un bon équilibre entre salaire, rémunération et trésorerie. Je sais que je dois laisser un petit peu de sous sur ma société pour anticiper d'éventuelles charges, anticiper une éventuelle imposition ou ou anticiper par exemple d'éventuels besoins de développement. Si par exemple je sais que l'année prochaine je vais avoir 6 mois sur lesquels je n'aurai pas de mission puisque j'ai décidé par exemple de me former, et ben j'ai anticipé cela en trésorerie pour être capable de faire face quand même pendant cette période à mes besoins en trésorerie ou à mes besoins personnels. Ensuite, je disais aussi très souvent, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se connecte limite tous les matins sur son compte bancaire professionnel, qui sait limite en temps réel quelle est sa trésorerie disponible et qui, lorsqu'il va engendrer une dépense, sera toujours capable. Je donne toujours cet exemple qui plaît beaucoup, c'est lorsque j'ouvre mon portefeuille, j'ai à gauche ma carte bleue professionnelle, à droite ma carte bleue personnelle. Pour chaque dépense du quotidien que je vais faire, je vais me poser la question, tiens, cette dépense que je m'apprête à faire, est-ce que je suis capable de le justifier comme étant utile au développement de mon activité? Je vais par exemple acheter, c'est un exemple que j'ai déjà vu, donc je le rappelle, mais acheter du lait pour mon enfant, forcément là, ça ne me sert à rien pour le développement de mon activité, ça ne sert à rien d'envoyer la facture à mon comptable. A contrario, je vais déjeuner avec mon expert comptable ou avec un ami qui est déjà freelance et qui me donne des conseils sur comment développer mon activité. Ça, je peux le passer en frais puisque c'est utile au développement de mon entreprise. Voilà,